Première partie. La pluie tombait avec cette persistance particulière qui semble marquer les moments les plus décisifs de nos vies, comme si la nature elle-même conspirait pour souligner la gravité de ce qui allait se dérouler. À travers les hautes fenêtres du manoir Dufresne, les gouttes traçaient leur chemin mélancolique sur le verre qui avait été témoin de 3 générations de richesses, s'accumulant et se dissipant comme la brume matinale. Pourtant, entre ces murs, en cette soirée particulière de fin d'automne, une fortune plus vaste que tout ce que les générations précédentes avaient pu imaginer reposait entre les mains d'un seul homme, un homme dont la présence même semblait commander l'attention du destin. Adrien Dufresne se tenait devant la cheminée de marbre, sa silhouette se détachant en relief net contre les flammes dansantes. À 38 ans, il possédait ce magnétisme particulier que la richesse, lorsqu'elle est combinée à l'intelligence et à une maîtrise de soi presque impitoyable, confère invariablement à son détenteur. Ses cheveux sombres, touchés d'argent prématuré aux tempes, témoignaient de nuits passées dans des salles de conseil où des millions changèrent de main à la signature d'un nom. Ses yeux, gris comme les nuages d'orage s'amassant au-delà des fenêtres, contenaient une profondeur qui suggérait à la fois une solitude profonde et une capacité presque effrayante de jugement. Les 3 cartes noires étaient posées devant lui sur le bureau en acajou, chacune représentant une somme qui pourrait transformer des vies, les détruire, ou révéler la vraie nature de ceux qui les détenaient. Ce n'étaient pas de simples morceaux de plastique, c'étaient des instruments de révélation, des outils par lesquels il pourrait percer le voile des apparences humaines et découvrir ce qui se cachait sous les façades soigneusement construites qui l'entouraient quotidiennement. Le test doit être absolu, murmura-t-il pour lui-même, sa voix portant ce ton bas et mesuré qui avait commandé l'attention dans les salles de conseil d'entreprise sur 3 continents. Il ne peut y avoir aucune ambiguïté, aucune place pour le doute ou la mauvaise interprétation. Adrien n'était pas arrivé à cette décision à la légère. L'année écoulée avait apporté des révélations qui avaient ébranlé sa foi en la nature humaine jusqu'à ses fondements. 3 femmes étaient entrées dans sa vie, chacune professant son dévouement, chacune prétendant voir au-delà de la fortune qui le suivait comme une ombre. Victoire Beaumont, la mondaine dont la beauté avait orné les couvertures des magazines et dont le nom de famille ouvrait des portes que l'argent seul ne pouvait pas franchir. Isabelle Fournier, l'actrice dont les larmes pouvaient commander des ovations debout et dont le sourire avait lancé un millier de campagnes caritatives. Et puis il y avait Élodie, dont la présence même dans sa maison était devenue aussi essentielle que l'air qu'il respirait. Bien qu'il n'en ait jamais parlé, peut-être ne l'avait-il même jamais pleinement reconnu pour lui-même. L'ironie ne lui échappait pas qu'en cherchant à comprendre le cœur des autres, il avait été forcé d'examiner le sien. Quel genre d'homme était-il, pour qu'il ait besoin de machinations aussi élaborées pour découvrir la vérité? Pourtant, les trahisons de l'année passée, la tentative de son ancienne fiancée de vendre des photos de leurs moments intimes à la presse à scandale, le stratagème de son associé pour détourner des fonds par le biais d'une fausse œuvre de charité, l'effort de son propre cousin pour contester le testament de son grand-père, avaient créé en lui une forteresse de méfiance qu'aucune approche ordinaire ne pouvait franchir. La première carte ne portait pas de nom, seulement un numéro qui donnerait accès à un compte contenant 500 000 €. La deuxième, 1 million. La troisième, la somme qui avait fait hésiter même son conseiller financier habituellement imperturbable, 10 millions d'euros, avec instruction que le porteur pourrait en faire ce que sa conscience lui dicterait. Chaque carte venait avec une seule condition. Le choix devait être fait dans les 24 heures, et il devait être fait sans consultation ni délibération avec d'autres. Un léger coup à la porte interrompit ses contemplations. « Entrez !» appela-t-il, sans se détourner du feu. « Monsieur Dufresne !» vint la douce voix qui était devenue la bande sonore de son existence quotidienne. « Madame Beaumont et Mademoiselle Fournier sont arrivées. Elles attendent dans le salon. » Élodie Rousseau se déplaçait avec cette grâce particulière qui semble innée chez ceux qui ont appris à naviguer entre 2 mondes, le monde du service et le monde de la richesse, trouvant la dignité dans les deux. À 28 ans, elle possédait une beauté qui n'était pas immédiatement frappante mais se révélait lentement, comme une mélodie qui devient plus captivante à chaque écoute. Ses yeux sombres contenaient une intelligence que sa position de responsable du personnel de maison ne pouvait diminuer, et sa manière suggérait des profondeurs que son uniforme ne pouvait dissimuler. Elle était venue à lui 3 ans auparavant, pendant la période la plus sombre de sa vie, lorsque la mort de son père l'avait laissé non seulement orphelin, mais seul héritier d'un empire qu'il n'avait pas encore appris à commander. La maison était dans le chaos,
le personnel démoralisé par des années de comportement de plus en plus erratique de son père. Élodie était arrivée avec des références qui parlèrent de sa compétence, mais c'était sa compréhension innée de l'ordre et de la compassion qui avait transformé le manoir d'un mausolée de richesse en quelque chose qui s'approchait d'un foyer. « Et mademoiselle Rousseau ?» dit Adrien, se tournant finalement du feu. « J'espère que vous avez reçu le message que j'ai envoyé à vos quartiers ce matin. » Une légère rougeur colora ses joues, mais sa voix resta ferme. « Oui, monsieur Dufresne. Bien que je ne comprenne pas pourquoi vous auriez besoin de ma présence à ce qui semble être une réunion sociale. Comment pourrait-il expliquer que sa présence était devenue nécessaire pour lui, d'une manière qu'il comprenait à peine lui-même, que dans un monde où chaque geste portait le potentiel de calcul, son honnêteté simple était devenue aussi précieuse que n'importe quel trésor dans ses coffres? Au lieu de cela, il se contenta de hocher la tête vers le bureau où les cartes attendaient. Vous comprendrez sous peu. Pour l'instant, veuillez demander à Madame Beaumont et Mademoiselle Fournier de me rejoindre ici. Et Élodie, il fit une pause, frappé par l'intimité d'utiliser son prénom, quelque chose qu'il n'avait jamais fait en présence d'autres personnes. Veuillez rester. Votre perspective pourrait s'avérer précieuse. Quand elle fut partie, Adrien se surprit à étudier son reflet dans la fenêtre obscurcie. Qu'aurait pensé son grand-père de cette soirée? Le vieux Marcel Dufresne avait bâti sa fortune grâce à une compréhension de la nature humaine qui frôlait le prophétique. Il savait quand faire confiance et quand douter, quand faire preuve de miséricorde et quand montrer de la force. Mais il avait aussi vécu à une époque où les frontières sociales étaient plus claires, où les masques que portèrent les gens étaient plus facilement reconnaissables comme tels. Le bruit des voix qui approchaient ramena son attention au présent. Victoire entra en premier, comme c'était son habitude, ses cheveux blonds, arrangés dans la perfection sans effort qui parlait d'heures, avec des stylistes, sa robe une création qui avait sans doute coûté plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Derrière elle venait Isabelle, rousse aux yeux verts, se déplaçant avec la grâce étudiée qui l'avait rendue célèbre sur les scènes d'Europe et d'Amérique. « Adrien, mon cher !» La voix de Victoire portait cette cadence particulière qui suggérait l'éducation et la naissance en parts égales. « Comme tu semblais mystérieux dans ton invitation, on pourrait presque croire que tu planifies une sorte de révélation dramatique. » Isabelle rit, le son mélodieux et travaillé. « Ne le taquine pas, Victoire. Ne vois-tu pas qu'il est dans l'une de ses humeurs sérieuses? J'espère que ce n'est pas à propos d'affaires. Tu sais combien ce genre de conversation me dépasse. » Élodie entra derrière elle, fermant la porte avec l'efficacité tranquille qui marquait toutes ses actions. Adrien remarqua comment les deux femmes reconnaissaient à peine sa présence, comme si elle n'était qu'un autre meuble dans la pièce. Cette observation le frappa comme significative d'une certaine façon, bien qu'il ne puisse pas encore dire pourquoi. « S'il vous plaît, asseyez-vous toutes les deux. » Adrien fit un geste vers les fauteuils en cuir disposés devant son bureau. « Ce dont j'ai à discuter ce soir est en effet sérieux, peut-être la conversation la plus sérieuse que nous ayons jamais eue. » Les sourcils soigneusement dessinés de Victoire s'élevèrent légèrement. « Mon cher Adrien, tu es positivement gothique. Devrais-je m'inquiéter ? » « C'est, répondit Adrien se déplaçant pour se tenir derrière son bureau, précisément ce que nous sommes ici pour déterminer. Il laissa son regard se déplacer d'une femme à l'autre, notant comment chacune réagissait à son examen. Victoire rencontra ses yeux avec la confiance de quelqu'un habitué à être admiré, tandis que l'expression d'Isabelle suggérait la légère nervosité d'une actrice incertaine de son rôle. Élodie, observa-t-il périphériquement, restait parfaitement immobile, les mains jointes devant elle dans cette attitude d'attention professionnelle qu'il avait appris à si bien connaître. « Depuis 1 an, commença Adrien, sa voix portant l'autorité qui commandait les salles de conseil, je me suis trouvé à remettre en question certaines hypothèses sur la nature des relations humaines. Spécifiquement la question de ce qui attire les gens les uns vers les autres, et ce qui maintient ces connexions lorsqu'elles sont mises à l'épreuve. » Le rire de Victoire portait une note de soulagement. « Oh, Adrien, s'agit-il d'amour ? Comme c'est merveilleusement romantique, bien que je doive dire que ton approche est plutôt clinique pour un sujet si tendre. Peut-être parce que, répondit Adrien, j'en suis venu à croire que ce que nous appelons amour est souvent quelque chose de bien plus pratique, bien plus calculé, que nous n'aimons l'admettre. » Les mots flottèrent dans l'air comme la fumée du feu, et Adrien observa leurs implications se déposer sur ses auditeurs. Isabelle bougea inconfortablement dans son fauteuil, tandis que le sourire de Victoire devint légèrement figé. Seule Élodie resta inchangée, bien qu'il crût voir quelque chose vaciller derrière ses yeux sombres, de la compréhension peut-être, ou de la sympathie. « J'ai donc conçu un test, » continua Adrien,
tendant la main vers les 3 cartes noires. Un moyen par lequel nous pourrions découvrir la vérité là où elle existe et la tromperie là où elle prévaut à la place. Il leva la première carte, et la lumière du feu attrapa sa surface, la faisant briller comme de l'obsidienne polie. Ces cartes représentent plus que de l'argent, bien que l'argent soit en effet ce qu'elles contiennent. Elles représentent le choix de révéler son vrai caractère lorsqu'on est présenté avec une opportunité illimitée par les contraintes ordinaires. Victoire se pencha en avant, ses yeux bleus brillant de curiosité. « Adrien, tu es parfaitement mystérieux. Qu'est-ce que tu proposes exactement ?»« Je propose, dit Adrien, plaçant les cartes en rang sur la surface du bureau, que chacune d'entre vous, oui, Élodie, vous aussi, sélectionne l'une de ces cartes. Chacune contient l'accès à une somme d'argent significative, bien que les montants diffèrent. Plus important encore, chacune vient avec une liberté complète concernant son utilisation. Il n'y a pas de conditions, pas de restrictions, pas d'exigence d'explication ou de justification. » Les yeux verts d'Isabelle s'élargirent. « Tu veux dire, nous prenons simplement l'argent et faisons ce que nous voulons avec ?»« Précisément. »« Mais pourquoi ?» demanda Victoire, bien que son regard restât fixé sur les cartes. « À quoi cela sert-il » Adrien marcha lentement autour du bureau, ses pas étouffés par le tapis persan qui avait été l'acquisition prisée de son grand-père lors d'un voyage en Orient. « Parce que, dit-il, je crois que la façon dont on choisit d'utiliser une richesse inattendue révèle davantage sur le caractère que n'importe quel mot ou protestation ne le pourrait jamais. L'homme pauvre qui rêve de richesse peut s'imaginer généreux, mais ce n'est que lorsqu'il possède des richesses qu'il peut découvrir si cette générosité était réelle ou simplement le fantasme du manque. » Élodie prit la parole pour la première fois depuis que les autres étaient entrés. « Monsieur Dufresne, sûrement un tel test est inutile parmi des amis. » La légère hésitation avant le dernier mot suggérait des profondeurs de sens qu'Adrien trouva intrigantes. « Est-ce le cas ?» demanda Adrien, tournant ses yeux gris vers elle. « Ou est-ce peut-être le seul moyen de dépasser les confortables tromperies que l'amitié et d'autres relations exigent si souvent ?» Le feu crépitait dans le silence qui suivit, et la pluie continuait son battement insistant contre les fenêtres. Adrien pouvait voir les calculs commencer dans les yeux de Victoire, la sensibilité artistique luttant avec des considérations pratiques dans l'expression d'Isabelle. Mais c'était le visage d'Élodie qui retenait son attention, car il y voyait quelque chose qui le surprenait. De la déception, peut-être même de la douleur, bien qu'elle les ait rapidement voilés sous son habituelle composition professionnelle. « Les montants, dit finalement Victoire, sont-ils substantiels ? Ils changent une vie, répondit Adrien. Bien que ce qui constitue un changement de vie, je suppose, dépend de la vie en question. Isabelle se leva brusquement, se déplaçant vers la fenêtre comme si elle cherchait une échappatoire dans la tempête au-delà. Cela semble mal, Adrien, comme si tu essayais d'acheter quelque chose qui devrait être donné librement. Est-ce le cas ? Demanda Adrien. Ou est-ce que je reconnais simplement ce qui a toujours été vrai, que chaque relation contient des éléments de transaction, de calcul, de bénéfices échangés contre bénéfices. La question est de savoir si nous pouvons être honnêtes à propos de ces éléments, ou si nous devons toujours prétendre qu'ils n'existent pas. Victoire se leva également, sa robe de soie bruissant, alors qu'elle s'approchait du bureau. Si nous devons être honnêtes, alors laisse-moi dire ceci. Je n'ai jamais prétendu que ta richesse était sans importance pour mon intérêt pour toi. Mais je n'ai pas non plus prétendu que la richesse était tout ce que je voyais en toi. Alors prouve-le, dit doucement Adrien. Montre-moi ce que tu vois d'autre. Le défi pendait entre eux comme un gant jeté, et Adrien se trouva véritablement incertain de la réponse qu'il provoquerait. Autour d'eux, le manoir semblait retenir son souffle, comme si même les murs comprenaient la signification de ce qui se déroulait en leur sein. Élodie bougea légèrement, ne s'approchant pas du bureau, mais se positionnant là où elle pouvait observer tous les 3 participants également. Adrien nota cela avec approbation. Elle seule semblait comprendre que c'était autant une question d'observation que de participation, que le test ne résidait pas seulement dans le choix de la carte, mais dans la façon dont chaque personne abordait ce choix. « Très bien », dit Victoire, son menton se levant avec une détermination caractéristique. « Mais je choisis en dernier. Si c'est vraiment un test de caractère, alors laissons les autres révéler le leur d'abord. » Isabelle se détourna de la fenêtre, ses instincts d'actrice reconnaissant peut-être le potentiel dramatique du moment. « Et je suppose que je dois aller en premier, la pauvre petite actrice, si facilement tentée par la promesse de richesse. L'ordre n'a pas d'importance, dit Adrien. Seul le choix lui-même compte. Mais même en parlant,
Il réalisa que ce n'était pas entièrement vrai. L'ordre importerait, car chaque choix influencerait ceux qui suivraient, et le choix final porterait le poids de tout ce qui était venu avant. Peut-être était-ce approprié. Peut-être que le vrai test ne résidait pas dans l'isolement, mais dans la façon dont on choisissait en étant conscient des choix des autres. Élodie s'avança alors, les surprenant tous. « Si je puis me permettre, monsieur Dufresne, je crois comprendre maintenant pourquoi vous avez requis ma présence. » Adrien leva un sourcil, l'invitant à continuer. « Vous avez besoin de quelqu'un qui n'a rien à gagner ou à perdre par le résultat, quelqu'un dont le choix ne peut être influencé par des considérations personnelles. » Ces mots frappèrent Adrien avec une force inattendue, car en eux il entendit la reconnaissance de quelque chose qu'il ne s'était même pas admis à lui-même, que ses sentiments concernant Élodie étaient en effet personnels, et que sa présence ici n'était pas simplement pour servir d'observatrice impartiale, mais pour découvrir si ses sentiments étaient réciproques, ou si elle, comme tous les autres, le voyait principalement comme un moyen d'arriver à une fin. « Alors choisissez, dit-il, sa voix plus rude qu'il ne l'avait voulu. Montrez-nous à tous à quoi ressemble un jugement désintéressé. » Élodie s'approcha du bureau à pas mesurés, ses yeux non pas sur les cartes mais sur le visage d'Adrien. À ce moment-là, il se sentit aussi exposé que si elle pouvait lire chaque pensée, chaque doute, chaque espoir désespéré qui l'avait poussé à orchestrer cette charade élaborée. Elle tendit la main vers la carte du milieu. Pas la plus petite somme, mais pas non plus la plus grande. Ses doigts s'arrêtèrent juste au-dessus de sa surface, et quand elle leva les yeux, ses yeux contenaient une tristesse qui le frappa comme un coup physique. « Monsieur Dufresne, dit-elle doucement, je crains que vous n'ayez commis une grave erreur. Vraiment. Oui, vous avez confondu le désir de comprendre avec le droit de tester. Et ce faisant, vous avez peut-être perdu la chose même que vous cherchiez à protéger. » Avec ces mots, elle souleva la carte et la lui tendit. « Je choisis de vous rendre celle-ci, inutilisée et non ouverte. Car j'ai appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes prêts à sacrifier pour ce qui est juste. » Le silence qui suivit était profond, rompu seulement par la tempête faisant rage au-delà des fenêtres et le doux crépitement du feu. Adrien fixa la carte rendue, comprenant à ce moment qu'Élodie avait en effet passé un test, mais pas celui qu'il avait conçu. Au lieu de cela, elle avait révélé la pauvreté de sa propre compréhension, la cruauté inhérente à son besoin de quantifier et de mesurer ce qui aurait dû être accepté par la foi. Victoire et Isabelle regardaient avec fascination, reconnaissant peut-être qu'elles avaient été témoins de quelque chose de bien plus significatif que le simple rejet d'argent. Elles avaient vu une femme choisir le principe plutôt que l'opportunité, la dignité plutôt que l'avantage, et ce faisant, elle avait transformé toute la nature des procédures de la soirée. « Élodie, dit Adrien, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Qu'avez-vous fait ?»« Ce que je devais faire, » répondit-elle simplement. « Ce que n'importe qui se soucie vraiment de vous ferait, refuser de participer à votre propre diminution. » Les mots flottèrent dans l'air comme une révélation, et Adrien sentit l'architecture soignée de son test s'écrouler autour de lui, car dans le choix d'Élodie, il vit refléter non pas l'avidité ou le calcul qu'il s'attendait à découvrir, mais quelque chose de bien plus stimulant pour sa vision du monde. La possibilité que l'amour, le vrai amour, puisse effectivement exister sans condition ni prix. Et dans cette possibilité se trouvait à la fois son plus grand espoir et sa plus grande peur, car si un tel amour existait, alors tout ce qu'il avait cru à propos de la nature humaine, tout ce qui avait justifié son isolement et sa suspicion, pourrait s'avérer n'être rien de plus que la sagesse amère d'un cœur trop blessé pour faire confiance à la grâce. Deuxième partie. La pluie continuait de tomber, inlassable et implacable, alors que le manoir Dufresne s'enveloppait dans un silence qui semblait contenir le poids de tout ce qui avait été révélé et tout ce qui restait encore caché. Adrien fixait la carte noire dans sa main, l'objet simple semblant porter une accusation qu'il ne pouvait ni rejeter ni réfuter. Le geste d'Élodie, son refus de participer à son test élaboré, avait révélé non pas son caractère à elle, mais le sien à lui, et ce qu'il voyait lui causait une honte qu'il n'avait pas connue depuis l'enfance. Victoire fut la première à briser le silence, son rire légèrement forcé rompant la tension comme un caillou jeté dans une mare tranquille. « Eh bien, voilà qui est certainement inattendu. Notre petite gouvernante a tout un sens du drame, n'est-ce pas ?» Le mot gouvernante contenait juste assez de dédain pour rappeler à tous les présents la différence de statut entre Élodie et les deux autres femmes. C'était une distinction que Victoire, avec son nom de famille ancien et son pédigré social impeccable,
était particulièrement encline à souligner. « Ce n'est pas du drame, Madame Beaumont », répondit Élodie avec une dignité calme. « C'est une question de principe. » Adrien regarda avec fascination la dynamique se déployer entre les deux femmes, notant comment Élodie, malgré sa position subordonnée, possédait une présence qui faisait paraître l'élégance soigneusement cultivée de Victoire, presque frivole en comparaison. « Les principes sont un luxe, ma chère, » dit Victoire, agitant une main ornée de bijoux dans un geste de rejet. Demandez à n'importe quel philosophe s'il maintiendrait ses nobles idéaux face à la faim ou au froid. La vertu est le préservatif des privilégiés. Je ne suis pas d'accord, intervint Isabelle, son visage expressif animé d'une conviction qui suggérait que l'actrice puisait dans quelque chose de plus profond que son répertoire professionnel. Je crois que c'est souvent ceux qui ont le moins qui démontrent la plus grande générosité, la plus grande capacité de sacrifice pour des principes. Peut-être parce qu'ils comprennent la vraie valeur de ce qu'ils abandonnent. Adrien observa la scène avec un détachement étrange, comme s'il était devenu spectateur d'une pièce qu'il avait lui-même écrite, mais dont les acteurs avaient soudainement décidé d'improviser leur propre dialogue. Le test qu'il avait conçu avec tant de soin pour révéler le caractère de ces trois femmes était en train de se transformer en quelque chose d'entièrement différent, non pas une évaluation froide et calculée, mais un échange émotionnel qui touchait à des vérités plus profondes que celles qu'il avait prévu d'explorer. « Mademoiselle Fournier, dit-il, se tournant vers Isabelle, vous n'avez pas encore fait votre choix. La carte qui vous est offerte contient toujours la promesse ou le piège que vous avez soupçonné. » Isabelle regarda les deux cartes restantes sur le bureau, ses yeux verts reflétant un conflit intérieur qui contrastait fortement avec sa présentation habituellement assurée. Après la démonstration puissante d'Élodie, je me demande si je ne devrais pas suivre son exemple. Pourtant, dit doucement Adrien, vous êtes curieuse. Vous vous demandez ce que vous pourriez faire avec une telle somme, quels rêves vous pourriez réaliser, quelles ambitions vous pourriez poursuivre. Est-ce si mal ? Demanda Isabelle, son visage ouvert et vulnérable d'une manière qu'Adrien n'avait jamais vue auparavant. Est-ce que cela me rend moins digne d'être aimé, si j'admets que je désire les possibilités que l'argent peut ouvrir ? La question alla droit au cœur du dilemme qu'Adrien avait créé. Car en concevant son test, n'avait-il pas présupposé que toute considération matérielle équivalait à une forme de corruption morale ? N'avait-il pas créé une situation dans laquelle les besoins et désirs humains ordinaires étaient transformés en preuve de déficience éthique ? Non, dit-il lentement, arrivant à cette conclusion même en la prononçant. Ce n'est pas l'attraction pour l'argent lui-même qui révèle le caractère, mais ce que l'on choisit de faire avec lui. Isabelle hocha la tête comme si ses paroles avaient résolu quelque conflit intérieur. Avec une soudaine détermination, elle tendit la main et prit la carte à l'extrême droite. « Je choisis ceci, mais pas pour moi-même. Je prends cette carte avec l'intention spécifique de créer quelque chose qui vivra au-delà de ma propre vie, qui offrira à d'autres les opportunités que j'ai eu la chance de recevoir. » « Et qu'est-ce que ce serait ?» demanda Adrien, sincèrement curieux de ce qu'elle imaginait. « Une bourse, » dit Isabelle, ses yeux s'illuminant avec une passion qui transformait son joli visage en quelque chose d'authentiquement beau, pour de jeunes acteurs et actrices talentueux sans les moyens d'accéder à la formation dont ils ont besoin. Je me souviens de ma propre lutte, des portes qui se fermaient parce que je ne pouvais pas payer les frais de scolarité, des rôles qui allaient à des gens avec moins de talent mais plus d'argent. Il y avait une sincérité dans sa voix qui surprit Adrien. En invitant Isabelle à participer à son test, il avait présumé qu'elle, comme tant d'autres de son cercle social, était principalement motivée par l'appât du gain personnel. Mais à mesure qu'elle parlait, il commençait à entrevoir des profondeurs qu'il n'avait jamais soupçonnées, une compréhension de la lutte et du privilège qui ne pouvait venir que d'avoir connu les deux. « Une bourse », répéta-t-il. « Pas de villa à Saint-Tropez, pas de collection d'art, pas de garde-robe qui ferait pâlir les célébrités de jalousie ?» Isabelle rit, un son clair et non affecté, qui semblait venir d'un endroit plus authentique que sa présentation sociale habituelle. « Oh, Adrien, comme tu comprends peu les gens. Penses-tu vraiment que ce sont les seules choses que nous désirons ? Que notre vision du bonheur est si limitée, si centrée sur la consommation ?» La question le frappa avec la force d'une révélation. Était-ce possible qu'en se concentrant si intensément sur le potentiel de tromperie et d'avarice, il ait négligé des aspects entiers de l'expérience humaine ? Que sa propre vision ait été limitée non par le cynisme, mais par un manque d'imagination sur ce que les gens pourraient vraiment valoriser au-delà de la richesse matérielle. « Je crois, » dit lentement Élodie,
rompant son silence observateur, que M. Dufresne a passé tellement de temps à se protéger de ceux qui ne voient en lui que sa fortune, qu'il a perdu la capacité de voir ce que les autres pourraient vraiment chercher dans une connexion humaine. Ces mots, prononcés avec une compassion qui éliminait toute trace de reproche, causèrent à Adrien une douleur presque physique. Car n'était-ce pas exactement ce qu'il avait fait? N'avait-il pas tellement intériorisé l'idée que son attrait résidait uniquement dans sa richesse, qu'il avait rendu impossible pour quiconque de l'approcher pour toute autre raison? Victoire, qui était restée silencieuse pendant cet échange, se leva soudainement et se déplaça vers le bureau avec une détermination gracieuse. « Je crois que c'est mon tour maintenant. La dernière carte, pour la dernière invitée. » Elle la ramassa sans hésitation, la tenant entre ses doigts élégants avec une délicatesse qui suggérait qu'elle était parfaitement consciente de sa valeur potentielle. « Je ne vais pas prétendre, dit-elle, regardant directement Adrien, que je n'apprécie pas la richesse et ce qu'elle peut offrir. Je suis né dans le privilège. J'ai été élevé pour reconnaître et rechercher la qualité dans toutes ses formes. Je ne m'excuserai pas pour cela. » Il y avait une honnêteté rafraîchissante dans son admission, une absence de fausse humilité qui, paradoxalement, fit Adrien la respecter davantage qu'il ne l'avait fait auparavant. « Mais, continua Victoire, sa voix prenant un ton plus réfléchi, je me demande si ce test ne révèle pas plus sur toi que sur n'importe laquelle d'entre nous, Adrien. Car c'est toi qui as conçu cette situation, toi qui as présumé que notre caractère pouvait être réduit à une seule décision prise sous pression, toi qui as créé un cadre dans lequel nos motivations les plus complexes seraient simplifiées en un choix binaire entre la vertu et l'intérêt personnel. » Adrien sentit une chaleur monter à son visage, car il y avait une vérité dans ses paroles qu'il ne pouvait pas nier. Son test, qu'il avait conçu avec tant de soin, reposait en effet sur une vision réductrice de la nature humaine, une vision qui ne laissait pas de place aux nuances, aux contradictions, aux complexités qui caractérisaient toute personnalité authentique. « Ce que je ferai avec cet argent, dit Victoire, tournant la carte noire dans ses mains, est encore à déterminer. Peut-être l'utiliserai-je pour un projet philanthropique, comme Isabelle l'a si noblement proposé. Peut-être l'investirai-je dans un bien immobilier ou une entreprise qui augmentera encore ma propre fortune. Ou peut-être ferai-je quelque chose d'entièrement inattendu, quelque chose qui défie les catégories simplistes dans lesquelles tu sembles déterminé à nous enfermer. » Elle glissa la carte dans son sac avec un mouvement fluide qui suggérait une décision déjà prise, bien qu'elle prétende le contraire. « Mais quelle que soit ma décision, Adrien, ce sera la mienne. Non pas définie par tes attentes ou tes jugements, mais par ma propre compréhension de ce qui a de la valeur, de ce qui a du sens, de ce qui, en fin de compte, peut apporter une satisfaction authentique. » Adrien se trouva pris au dépourvu par la sophistication de sa réponse. Comme Isabelle, Victoire avait révélé des profondeurs de réflexion qu'il n'avait pas anticipées, une conscience de sa propre agence qui transcendait les simples considérations matérielles. Il commençait à voir que ces femmes, qu'il avait réduites dans son esprit à des caricatures de leurs types sociaux, possédaient une complexité intérieure qu'il avait complètement négligée. « Et ainsi le test est terminé, » dit-il doucement, se tournant pour regarder à nouveau par la fenêtre où la pluie avait finalement commencé à s'atténuer, laissant une délicate brume accrochée aux branches des arbres séculaires. « Mais je ne suis plus certain de ce qu'il a révélé, ni même de ce que j'espérais découvrir. » Élodie s'approcha de lui alors, sa présence à ses côtés offrant un réconfort qu'il n'avait ni demandé ni mérité. « Peut-être, dit-elle avec cette sagesse tranquille qui semblait couler d'elle comme une source naturelle, que le test a révélé précisément ce que vous aviez besoin de voir, non pas le caractère de celle que vous testiez, mais les limites de votre propre compréhension de ce qui motive les cœurs humains. » Il la regarda, frappé une fois de plus par la clarté de sa perception, par sa capacité à voir au-delà des apparences superficielles jusqu'au cœur des choses. Comment avait-il pu passer 3 ans à ses côtés sans reconnaître cette qualité exceptionnelle? Comment avait-il pu se convaincre qu'elle n'était rien de plus que l'efficace gestionnaire de sa maison, quand chaque interaction révélait une intelligence et une sensibilité qui dépassaient de loin ce que son rôle exigeait? « Mesdames, dit-il, se tournant vers Isabelle et Victoire, je vous remercie pour votre participation à ce qui, je le reconnais maintenant, était une expérience mal conçue et, peut-être même cruelle. Les cartes que vous avez choisies sont à vous, sans condition ni restriction, comme promis. Ce que vous en ferez, comme Victoire l'a si éloquemment dit, sera entièrement votre décision. » Isabelle inclina la tête en reconnaissance, son expression réfléchie suggérant que les événements de la soirée continueraient à résonner bien après son départ. Victoire offrit un sourire énigmatique qui rappela à Adrien pourquoi,
Malgré ses réserves sur son caractère, il avait toujours été attiré par la complexité qu'elle présentait au monde. « Élodie », continua-t-il, se tournant vers la femme qui avait, avec un simple geste de refus, ébranlé les fondements mêmes de sa vision du monde. « J'aimerais vous parler en privé, si vous le permettez, après que nos invités soient partis. » Elle acquiesça simplement, son expression indéchiffrable bien que ses yeux semblaient contenir une tristesse qui fit se serrer le cœur d'Adrien d'une manière qu'il n'aurait pas cru possible quelques heures auparavant. Alors que la soirée tirait à sa fin, avec Victoire et Isabelle prenant congé dans un froissement de soie et un nuage de parfums coûteux, Adrien se retrouva dans un état d'agitation intérieure qu'il n'avait pas connu depuis des années. Le test qu'il avait conçu pour révéler la vérité sur les autres avait plutôt exposé des vérités sur lui-même qu'il avait longtemps évitées, son incapacité à faire confiance, sa tendance à réduire les êtres humains complexes à des types simplistes, sa conviction que toutes les relations pouvaient être comprises en termes transactionnels. Et pourtant, au milieu de cette révélation troublante, il découvrait également quelque chose d'inattendu. La possibilité que sa vision cynique du monde puisse être non pas une vérité fondamentale, mais une prophétie auto-réalisatrice, créée et perpétuée par sa propre peur d'être blessé, exploité, abandonné. Si son test avait échoué à révéler le vrai caractère des femmes dans sa vie, peut-être avait-il néanmoins réussi à illuminer une voie vers une compréhension plus nuancée de la nature humaine, une qui permettait la possibilité de connexion authentique au-delà du simple calcul d'avantages. Alors qu'il attendait le retour d'Élodie dans la bibliothèque maintenant silencieuse, Adrien Dufresne, un homme qui avait passé sa vie adulte à construire des murs entre lui-même et la possibilité de déception, se retrouva face à la perspective terrifiante que ces mêmes murs l'avaient également protégé de la possibilité d'amour authentique. Et dans cette réalisation résidait une vérité qu'aucun test, qu'aucune somme d'argent, qu'aucune manipulation élaborée ne pourrait jamais révéler, que le cœur humain restait le mystère ultime, un territoire que même la richesse la plus vaste ne pouvait cartographier ni conquérir. Troisième partie. Les semaines qui suivirent le départ tranquille d'Élodie de la bibliothèque ce soir d'orage semblèrent s'étirer devant Adrien comme un territoire inexploré, familier dans ses dimensions physiques, mais transformé dans son caractère essentiel. Le manoir qui avait toujours servi de sanctuaire contre les exigences et les tromperies du monde extérieur semblait maintenant vide d'une manière que le simple espace ne pouvait expliquer. C'était comme si le simple acte d'Élodie de rendre cette carte noire avait en quelque sorte vidé l'atmosphère même de sa substance, laissant derrière elle des pièces qui résonnaient de conversations qui n'auraient jamais lieu et de silences qui parlaient plus éloquemment que les mots ne le pourraient jamais. Victoire était partie ce même soir avec son assurance caractéristique intacte, mais pas avant de livrer une observation qui s'était logée dans la conscience d'Adrien comme une épine. « Tu sais, mon cher », avait-elle dit en ajustant son châle dans le grand vestibule du manoir, « je pense que tu as obtenu exactement ce que tu voulais ce soir. Tu as cherché à découvrir qui parmi nous se souciait vraiment de toi, et tu as trouvé ta réponse. La pitié est que tu as peut-être détruit la chose même que tu cherchais à protéger. » Isabelle s'était attardée plus longtemps, sa sensibilité d'artiste reconnaissant peut-être que les événements de la soirée contenaient des profondeurs qui méritaient d'être explorées. Elle avait accepté un cognac dans le petit salon, se levant dans le fauteuil en velours comme un chat cherchant la chaleur, et avait parlé avec une franchise inhabituelle de la nature de la confiance et de sa relation fragile avec l'amour. La chose terrible à propos des tests, avait-elle médité, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre, c'est qu'ils révèlent autant sur celui qui teste que sur celui qui est testé. Peut-être plus. Quand nous exigeons des preuves du dévouement des autres, nous annonçons notre propre incapacité à le reconnaître quand il est librement donné. Ces mots avaient résonné dans l'esprit d'Adrien à travers les heures sans sommeil qui suivirent, se tissant dans des rêves qui le laissaient se réveiller avec un sentiment de perte qu'il ne pouvait pas tout à fait exprimer. Mais ce n'étaient ni les observations philosophiques d'Isabelle, ni l'adieu pointu de Victoire qui hantait ses jours. C'était le souvenir des yeux d'Élodie dans ce dernier moment, avant qu'elle ne quitte la pièce, contenant dans leur profondeur une tristesse qui semblait englober non seulement la déception, mais quelque chose qui s'approchait du chagrin. La routine du ménage continuait avec une précision mécanique dans les jours qui suivirent, témoignage des systèmes qu'Élodie avait établis au cours de ses 3 années de service. Les repas apparaissaient aux heures prévues, la correspondance était triée et présentée, les détails sans fin du maintien d'une propriété d'une telle ampleur étaient gérés avec une efficacité invisible. Pourtant,
Adrien se trouvait vivement conscient des changements subtils qui marquaient le retrait émotionnel d'Élodie de ses fonctions. Là où autrefois, elle avait anticipé ses besoins avec une compréhension presque télépathique, maintenant elle les remplissait avec une compétence professionnelle, mais rien de plus. Le café du matin apparaissait précisément à 7h30, préparé selon ses spécifications exactes, mais les petites touches qui l'avaient marqué comme quelque chose de plus qu'un simple service avaient disparu. Le placement particulier des journaux du matin, l'inclusion de la rose blanche unique du jardin quand la saison le permettait, la façon dont elle avait toujours semblé savoir si son humeur appelait à la conversation ou à la solitude. Leurs interactions, quand elles se produisaient, maintenaient la façade parfaite d'employeur et d'employé. Pourtant, Adrien percevait sous l'extérieur composé d'Élodie une distance qui semblait en quelque sorte définitive. Elle répondait à ses demandes avec la même efficacité tranquille qu'elle avait toujours montrée, mais ses yeux ne rencontraient plus les siens avec cet éclair de compréhension partagée qui lui était devenu si précieux. C'était comme si elle s'était retirée derrière des murs de sa propre construction, des murs qui semblèrent bien plus impénétrables que tous ceux qu'il avait jamais construits. La première carte, le choix d'Isabelle, contenait effectivement 1 million d'euros, et dans la semaine suivant cette soirée fatidique, Adrien apprit par ses conseillers financiers que la somme entière avait été transférée à un fonds établi pour de jeunes artistes issus de milieux défavorisés. La rapidité et la détermination de l'action d'Isabelle l'impressionnèrent, tout comme le fait qu'elle n'avait fait aucune tentative pour médiatiser sa générosité ou chercher de la reconnaissance pour cela. Elle avait simplement agi selon ses principes déclarés, avec une cohérence qui parlait bien de son caractère. La réponse de Victoire à son pactole de 10 millions d'euros s'avéra également révélatrice, bien que d'une manière peut-être plus complexe. Au lieu de le dépenser immédiatement ou de l'investir pour un gain personnel, elle avait placé l'argent dans un compte séparé et avait écrit à Adrien pour demander une réunion afin de discuter de la meilleure façon de l'utiliser. Sa lettre, écrite dans l'écriture élégante qui lui avait été inculquée par des années d'éducation coûteuse, contenait une profondeur de réflexion inattendue. « Je me trouve, avait-elle écrit, dans la position particulière de posséder une fortune que je n'ai pas gagnée et dont je n'ai pas besoin, destinée comme un test de caractère que je ne suis pas certaine d'avoir réussi. Il me vient à l'esprit que la réponse la plus authentique pourrait être d'utiliser ce don non pas pour mon propre bénéfice, mais au service de quelque chose de plus grand que mes propres désirs. Peut-être consentirais-tu à m'aider à déterminer ce que cela pourrait être ?» La demande avait surpris Adrien, suggérant comme elle le faisait une capacité de croissance et de réflexion qu'il n'avait pas précédemment associée à la sophistication soigneusement cultivée de Victoire. Pourtant, même s'il appréciait la réflexion de sa réponse, il se trouvait incapable de rassembler beaucoup d'enthousiasme pour la réunion proposée. C'était comme si le test qui avait semblé si important quelques semaines auparavant appartenait maintenant à une autre vie, ses préoccupations et révélations éclipsées par la réalisation croissante qu'il avait endommagé quelque chose de bien plus précieux qu'il ne l'avait initialement compris. La carte rendue d'Élodie restait dans le tiroir de son bureau, un rappel constant du choix qui avait tout changé. Il se surprenait à ouvrir le tiroir à des moments étranges tout au long de la journée, fixant le rectangle noir comme s'il pouvait révéler des secrets au-delà de son but original. Parfois, il se demandait quelle somme elle avait contenue. Était-ce le plus petit montant, choisi pour minimiser la tentation, ou le plus grand, destiné à rendre son refus plus significatif? En vérité, il ne pouvait plus se rappeler quelle dénomination il avait assignée à quelle position. L'architecture soigneuse de son test s'étant effondrée face à ses résultats inattendus. C'était pendant l'un de ces moments de contemplation, près de 3 semaines après cette soirée transformatrice, que Madame Pelletier, l'âgée gouvernante qui servait de seconde à Élodie, frappa à la porte de la bibliothèque. Son visage ridé portait une expression de préoccupation qui mit immédiatement Adrien en alerte, car Madame Pelletier avait traversé des décennies de crise domestique avec un calme imperturbable. « Monsieur Dufresne ?» dit-elle, son accent écossais plus prononcé que d'habitude dans sa détresse. « Je crains de devoir vous parler de Mademoiselle Rousseau. » Adrien sentit sa poitrine se serrer d'une appréhension qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. « Qu'y a-t-il à propos d'elle, Madame Pelletier ? » « Elle a donné son préavis, monsieur. 2 semaines, comme il se doit, mais la composition de la femme âgée vacilla légèrement. Monsieur, elle a été comme une fille pour moi ces 3 années. Je ne l'ai jamais vue si diminuée. Quoi qu'il se soit passé entre vous ce soir-là quand les dames ont visité,
Ça a brisé quelque chose en elle que je crains ne pas pouvoir se réparer facilement. » Les mots frappèrent Adrien comme un coup physique, bien qu'il réalisât avec une clarté amère qu'il les avait attendus à un certain niveau. Le retrait d'Élodie avait été trop complet, trop résolu, pour être simplement temporaire. Pourtant, l'entendre confirmer rendait la perte immédiate et irréversible d'une manière que la simple anticipation ne pouvait pas transmettre. « A-t-elle dit pourquoi elle partait ?» demanda Adrien, bien qu'il soupçonnât déjà connaître la réponse. L'expression de Madame Pelletier devint encore plus troublée. Elle a dit qu'il était temps pour elle de chercher de nouvelles opportunités, qu'elle sentait qu'elle avait appris tout ce qu'elle pouvait dans ce poste. « Mais monsieur, si vous me pardonnez la présomption d'une vieille femme, je ne crois pas que ce soit toute la vérité. Je crois qu'elle fuit quelque chose ici, quelque chose qui lui cause de la douleur. » Adrien ferma les yeux, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules, comme un fardeau physique. Il avait cherché à se protéger de la tromperie et avait à la place créé une situation qui causait une souffrance authentique à la seule personne qui ne lui avait jamais montré rien d'autre qu'honnêteté et loyauté. « Quand a-t-elle soumis son préavis ?» demanda-t-il. « Ce matin, monsieur. Elle a demandé à travailler jusqu'à la fin du mois, pour assurer une transition appropriée de ses responsabilités. Moins de 2 semaines. La pensée qu'Élodie parte, de ne plus jamais voir sa présence tranquille dans les couloirs du manoir, de perdre à jamais la possibilité de réparer ce que son test mal inspiré avait endommagé, remplit Adrien d'un désespoir qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de son père. Pourtant, quel droit avait-il de lui demander de rester? Quel mot pourrait possiblement défaire le mal qu'il avait causé par son incapacité à faire confiance à la bonté qui lui avait été librement offerte? L'après-midi s'étirait devant lui comme un désert, chaque heure le rapprochant d'un futur qui semblait soudainement dépourvu de la compagnie tranquille, qui était devenue si essentielle à son existence quotidienne. Il se trouvait à errer dans les couloirs du manoir, les voyant comme pour la première fois, les tapis persans que son grand-père avait collectionnés, les tableaux qui avaient été acquis sur 3 générations, l'accumulation sans fin d'objets beaux qui avaient en quelque sorte échoué à créer une vie de beauté correspondante. Dans le jardin d'hiver, où Élodie passait souvent son temps libre à s'occuper des plantes tropicales qui prospéraient dans la chaleur humide, Adrien découvrit des preuves de son attention, sous forme de petites notes attachées à divers spécimens, des instructions pour leurs soins continus, des avertissements sur des sensibilités particulières, des recommandations pour des ajustements saisonniers. La minutie de ses préparatifs pour son départ parlait d'un caractère qui ne laisserait jamais des responsabilités non remplies, même en partant d'une situation qui lui avait causé de la douleur. C'était là, parmi les orchidées et les fougères qu'Élodie avait nourries, avec une attention si patiente, qu'Adrien reconnut finalement la vérité qu'il avait évitée pendant des semaines. Ce qu'il ressentait pour Élodie transcendait la gratitude pour un service efficace ou l'appréciation pour sa compétence professionnelle. Quelque part au cours de leurs 3 années d'interaction quotidienne, il était tombé amoureux d'elle, non pas avec la passion dramatique que les romans célébraient, mais avec quelque chose de plus profond et plus durable, la reconnaissance tranquille d'une âme qui complétait la sienne. La réalisation amena avec elle une nouvelle vague d'auto-reproche, car s'il avait compris ses propres sentiments plus tôt, l'aurait-il jamais soumise à ce test dégradant? Aurait-il risqué de la perdre pour satisfaire des doutes qui semblaient maintenant à la fois mesquins et cruels? Pourtant, même alors qu'il se fustigeait pour son aveuglement, Adrien reconnut que peut-être il avait été nécessaire de venir si près de perdre Élodie pour comprendre ce qu'elle signifiait vraiment pour lui. Ce soir-là, alors que le crépuscule peignait les fenêtres du manoir dans des tons d'ambre et de rose, Adrien prit une décision qui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt. Il abandonnerait la forteresse soignée de suspicions et de calculs qu'il avait construite autour de son cœur. Il risquerait la vulnérabilité qu'il avait passé des années à éviter. Il dirait à Élodie la vérité sur ses sentiments, non pas comme un employeur cherchant à retenir un personnel précieux, mais comme un homme qui avait finalement reconnu que l'amour, quand il est authentique, ne requiert pas des tests ou des preuves, mais simplement le courage de s'offrir sans garantie de réciprocité. La décision le remplit d'une terreur plus aiguë que tout ce qu'il avait éprouvé dans les salles de conseil, où des millions étaient gagnés et perdus sur la force d'une signature. Car ce n'était pas une négociation où les termes pouvaient être ajustés, ou les positions défendues par une connaissance ou des ressources supérieures. C'était un acte de pure foi, le genre de foi qu'Élodie avait essayé de lui enseigner comme possible même dans un monde où la tromperie et le calcul semblaient prédominer. Alors qu'il se préparait à la chercher, Adrien aperçut son reflet dans les fenêtres obscurcies de la bibliothèque.
L'homme qui lui rendait son regard portait les marques de la richesse et du pouvoir, les vêtements coûteux, le maintien confiant, les signes subtils de privilège qui avaient façonné chaque interaction qu'il avait connue depuis l'enfance. Pourtant, sous ces marqueurs familiers, il pensait détecter quelque chose de nouveau, l'espoir incertain de quelqu'un qui avait finalement appris que les choses les plus précieuses dans la vie ne pouvaient pas être achetées, contrôlées ou soumises à des tests, mais pouvaient seulement être reçues comme des dons, si l'on se montrait digne d'une telle grâce. La nuit s'étirait devant lui comme une mer inexplorée, et Adrien se sentait debout à son bord, se préparant à abandonner le sol solide de ses certitudes construites pour les eaux incertaines du sentiment authentique. La chambre d'Élodie se trouvait dans les quartiers du personnel au 3e étage du manoir, un espace qu'il n'avait jamais visité, mais qui semblait maintenant la destination la plus importante de sa vie. À chaque pas vers cette porte lointaine, Adrien sentait le poids de ses présomptions passer tomber, remplacé par quelque chose d'infiniment plus fragile et infiniment plus précieux, la possibilité qu'il puisse encore se montrer digne de l'amour qui lui avait été offert si tranquillement, si constamment, et avec une gentillesse si dévastatrice qu'il avait presque échoué à le reconnaître comme le miracle qu'il était vraiment. 4e partie. Les quartiers du personnel occupèrent le 3e étage du manoir, une région de la maison qu'Adrien avait traversée peut-être une demi-douzaine de fois dans toutes les années où il avait vécu entre ses murs. L'ironie ne lui échappait pas qu'il pouvait naviguer dans les complexités de la finance internationale avec une aisance intuitive, et pourtant se trouvait incertain de la géographie basique de sa propre maison quand il s'agissait des espaces où ceux qui le servaient menaient leur vie privée. Le couloir étroit, éclairé par des luminaires simples plutôt que les lustres en cristal qui illuminaient les étages principaux, semblait s'étirer devant lui comme un passage vers un territoire étranger. La porte d'Élodie portait une petite plaque en laiton, et Rousseau, qui témoignait de l'attention de Madame Pelletier à la dignité même dans les quartiers des domestiques. Adrien se tint devant elle un long moment, sa main levée pour frapper, paralysé par la reconnaissance que ce qui se trouvait au-delà de cette simple barrière en bois n'était pas simplement une conversation, mais une transformation potentielle de tout ce qu'il avait compris sur sa propre vie. L'homme qui frappait à cette porte ne serait pas le même que celui qui finirait par s'en éloigner, indépendamment de ce qui se passerait à l'intérieur. Quand son coup vint, finalement, il était plus doux qu'il ne l'avait voulu, à peine audible au-dessus du murmure du vent, à travers les avant-toits du manoir. Pendant un moment, il se demanda si Élodie l'avait entendu, et se surprit à espérer que peut-être elle ne l'avait pas, qu'il pourrait se voir accorder un répit de la vulnérabilité qu'il était sur le point d'embrasser. Mais alors vint sa voix, étouffée par la porte mais indéniablement la sienne, portant cette note d'incertitude surprise qui suggérait qu'elle reconnaissait quelque chose d'inhabituel dans l'heure tardive et l'inattendu de tout visiteur. « Qui est-ce »« C'est Adrien », dit-il, puis se corrigea immédiatement avec l'adresse formelle que leur relation professionnelle exigeait. « Monsieur Dufresne, je me demandais si je pouvais vous parler. » Le silence qui suivit s'étira assez longtemps pour qu'Adrien remette en question la sagesse de son impulsion, se demandant s'il ne faisait pas une erreur qui ne ferait qu'aggraver les dommages que son test avait déjà infligés. Quand la porte s'ouvrit enfin, Élodie apparut dans l'interstice vêtue d'un simple peignoir blanc, sur ce qu'il supposait être ses vêtements de nuit, ses cheveux sombres détachés autour de ses épaules, d'une manière qu'il ne les avait jamais vus. L'intimité de son apparence le frappa avec une force inattendue, lui rappelant qu'il s'introduisait dans son espace privé, son temps privé, d'une manière qui franchissait des limites qu'il n'avait jamais considérées auparavant. « Monsieur Dufresne ». Sa voix portait maintenant une véritable préoccupation, le genre d'inquiétude que des pensées immédiates d'urgence ou de crise inspireraient naturellement. « Est-ce que tout va bien ? Quelque chose s'est-il passé ? » « Non », dit rapidement Adrien, puis fit une pause, reconnaissant que quelque chose s'était effectivement produit, bien que pas de la manière qu'elle entendait. C'est-à-dire, il n'y a pas d'urgence, pas de crise nécessitant votre attention immédiate. Je voulais vous parler de votre préavis. L'expression d'Élodie changea presque imperceptiblement, un voile de composition professionnelle s'installant sur ses traits, même alors qu'elle se tenait dans l'encadrement de sa porte en vêtements de nuit. Bien sûr, bien que peut-être cette conversation serait plus appropriée le matin, dans le cadre approprié, le doux reproche dans ses mots piqua Adrien avec la reconnaissance qu'il se comportait en effet de manière inappropriée, que son désespoir d'empêcher son départ l'avait conduit à abandonner les protocoles mêmes qui avaient gouverné leur relation pendant 3 ans. Pourtant,
La pensée qu'un autre jour passe sans aborder le gouffre qui s'était ouvert entre eux semblait insupportable. « Vous avez tout à fait raison, dit-il, reculant de sa porte. Je vous présente mes excuses pour l'intrusion. C'est juste que, Élodie, je ne peux pas vous laisser partir sans m'expliquer, sans tenter de réparer ce que j'ai brisé. » Elle étudia son visage dans la faible lumière du couloir, et Adrien se surprit à espérer qu'elle puisse y voir quelque chose qui lui donnerait une raison de lui accorder l'audience dont il avait si désespérément besoin. Quand elle parla à nouveau, sa voix contenait une note de résignation qui suggérait la futilité de la résistance. « Très bien, mais pas ici. Donnez-moi un moment pour m'habiller convenablement, et je vous retrouverai dans la petite bibliothèque en bas, celle où vous gardez les livres de votre père. » Le choix de l'emplacement frappa Adrien comme significatif, car la petite bibliothèque contenait des associations avec la famille, avec l'héritage, avec le poids des générations qui avaient de façonner l'héritage Dufresne. C'était là que son père lui avait lu des histoires enfants, là qu'il avait commencé à comprendre les responsabilités qui lui incomberaient un jour. Si Élodie voulait avoir une conversation qui déterminerait l'avenir de leur relation, elle n'aurait pas pu choisir un cadre plus approprié. 20 minutes plus tard, Adrien se surprit à faire les 100 pas sur le tapis perçant de la petite bibliothèque, son énergie nerveuse cherchant une sortie dans le mouvement, tandis que son esprit répétait et rejetait une douzaine d'approches différentes pour la conversation qui l'attendait. Quand Élodie entra, elle était revenue à son apparence professionnelle familière, ses cheveux soigneusement arrangés, ses vêtements repassés et propres, son maintien à nouveau celui de la gestionnaire de maison compétente qui avait servi sa famille, avec tant de distinction. Pourtant, quelque chose dans ses yeux suggérait que la vulnérabilité qu'il avait entrevue à sa porte n'avait pas été entièrement bannie. « Vous vouliez vous expliquer » dit-elle sans préambule, prenant place dans l'un des fauteuils en cuir, mais maintenant le genre de posture qui suggérait qu'elle était prête à partir à tout moment. « J'avoue que je suis curieuse d'entendre quelle explication pourrait possiblement justifier ce qui s'est passé ce soir-là. » Adrien cessa ses allées et venues, se tournant pour lui faire face avec la reconnaissance que ce moment ne tolérerait ni demi-vérité ni évasion diplomatique. « Il n'y a pas de justification, » dit-il simplement. « Ce que j'ai fait était mal, et je n'ai aucune excuse au-delà de ma propre incapacité à faire confiance à la bonté quand elle était librement offerte. » Les sourcils d'Élodie s'élevèrent légèrement, suggérant que quoi qu'elle s'attendait à entendre, ce n'était pas cette admission immédiate de faute. Continuez. J'ai passé tant d'années entouré de personnes dont l'intérêt pour moi était manifestement mercenaire, continua Adrien, recommençant à faire les 100 pas comme si les mots semblaient nécessiter du mouvement pour leur expression. Des associés d'affaires qui ne voyaient que des opportunités d'avantage, des connaissances sociales qui calculaient les bénéfices de mon amitié, même des membres de ma famille qui voyaient mon héritage comme quelque chose qui leur était dû plutôt que mérité. Je suis devenu convaincu que tous ceux qui entrèrent dans ma vie jouait une sorte de tromperie élaborée, que sous chaque profession d'affection ou de loyauté se cachait un calcul de bénéfices personnels. Et donc vous avez décidé de nous tester, dit doucement Élodie, de nous forcer à prouver notre vertu selon vos spécifications. Oui, le mot sortit comme une confession dans un tribunal, portant avec lui le poids de la culpabilité reconnue. Je croyais qu'en offrant la tentation, je pourrais arracher le faux semblant et découvrir la vérité. Je pensais être intelligent, scientifique, objectif. Élodie se pencha en arrière dans son fauteuil, son expression pensive plutôt qu'accusatrice. « Et qu'avez-vous découvert à la place ?» Adrien arrêta ses allées et venues, se tournant pour rencontrer directement son regard. « J'ai découvert que j'étais devenu la chose même que je prétendais mépriser. Quelqu'un dont chaque action était calculée, dont chaque relation était construite sur la suspicion plutôt que la foi. J'ai découvert qu'en cherchant à me protéger de la tromperie, je m'étais rendu incapable de reconnaître l'honnêteté. « Et quoi d'autre ?» demanda Élodie, et quelque chose dans son ton suggérait qu'elle savait qu'il y avait plus dans sa révélation que cette reconnaissance générale d'erreur. Adrien sentit sa gorge se serrer avec le poids de ce qu'il était sur le point de reconnaître. « J'ai découvert que j'étais tombé amoureux d'une femme dont l'intégrité dépassait tellement la mienne que j'avais presque détruit la chose même que je chérissais le plus par mon incapacité à reconnaître sa valeur. » Les mots flottèrent dans l'air entre eux, nus et irréversibles, portant des implications qui remodèleraient tout ce qui suivrait. Le visage d'Élodie ne montra aucune réaction immédiate, mais Adrien vit ses mains se resserrer légèrement sur les bras de son fauteuil, suggérant que sa déclaration l'avait affecté plus que son extérieur composé ne le révélait. « Monsieur Dufresne,
dit-elle finalement, sa voix soigneusement contrôlée. Je dois vous demander de considérer les implications de ce que vous dites. Vous êtes mon employeur. Je suis votre employé. La dynamique de pouvoir entre nous rend toute déclaration romantique intrinsèquement problématique. Je sais, dit Adrien, s'enfonçant dans le fauteuil en face d'elle avec la lassitude d'un homme qui avait enfin reconnu la complexité totale de sa situation. Je sais que tout cela est inapproprié, problématique, potentiellement exploiteur. Je sais que mes sentiments vous placent dans une position impossible, que vous ne pouvez pas répondre honnêtement sans risquer votre réputation professionnelle et votre sécurité financière. Alors pourquoi ? Demanda Élodie. Et maintenant, Adrien pouvait entendre la première note de colère se glisser dans sa voix. Me dites-vous cela maintenant ? Pourquoi rendez-vous mon départ encore plus difficile qu'il ne l'est déjà ? La question frappa Adrien avec la force de son absolue raisonnabilité, et il se retrouva confronté à la possibilité que sa confession n'était qu'une autre forme de l'égoïsme qu'il avait prétendu renoncer. Cherchait-il vraiment à réparer les dommages qu'il avait causés, ou essayait-il simplement d'apaiser sa propre culpabilité en se déchargeant de secrets qui ne feraient que compliquer la vie d'Élodie ? Parce que, dit-il lentement, élaborant la réponse même en la prononçant, j'ai réalisé que vous permettre de partir sans vous dire la vérité serait une autre forme de tromperie. Vous avez le droit de savoir que votre choix cette nuit-là, votre refus de participer à mon test dégradant, m'a ouvert les yeux sur des possibilités dont j'étais convaincu qu'elles n'existaient pas. Vous avez le droit de savoir que votre intégrité, votre gentillesse, votre simple décence humaine m'ont enseigné que l'amour pourrait encore être possible, même pour quelqu'un qui avait oublié comment faire confiance. Élodie se leva brusquement de son fauteuil, se déplaçant vers la fenêtre qui donnait sur les terrains assombris du manoir. Son reflet dans la vitre semblait vaciller à la lumière de la lampe, comme si elle aussi luttait avec le poids de la révélation et du changement. « Et que suis-je censé faire de cette connaissance ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Quelle réponse attendez-vous de moi ?» Adrien sentit la question le transpercer avec son équité essentielle, sa demande qu'il confronte l'égoïsme qui pourrait encore se cacher sous son apparente honnêteté. « Je n'attends rien, » dit-il, et réalisa en parlant que c'était à la fois vrai et la chose la plus difficile qu'il ait jamais eu à accepter. « J'espère tout, mais je n'attends rien. Je voulais que vous sachiez, avant de partir, que votre exemple m'avait changé, que votre refus d'accepter ma vision cynique de la nature humaine avait commencé à changer cette vision elle-même. »« Commencer à changer ?» répéta Élodie, se détournant de la fenêtre pour lui faire face. « Mais pas compléter ce changement ?» Adrien soutint son regard fermement, reconnaissant que c'était peut-être la question la plus cruciale qu'elle aurait pu poser. « Non, dit-il. Je suis toujours l'homme qui a senti nécessaire de tester les personnes dans sa vie. Je lutte toujours pour faire confiance à la bonté sans exiger de preuves. J'apprends encore à croire que l'amour peut exister sans condition ni calcul. Le changement a commencé, mais il faudra du temps pour le compléter, et il nécessitera un enseignement patient de quelqu'un qui comprend ces choses mieux que moi. » Élodie s'approcha de son fauteuil et Adrien sentit son rythme cardiaque augmenter avec sa proximité, avec la possibilité que ses prochains mots puissent déterminer tout le cours futur de sa vie. « Monsieur Dufresne, » dit-elle, et l'adresse formelle le frappa comme un coup physique. « Ce que vous décrivez ressemble beaucoup à me demander d'entreprendre l'éducation de votre cœur, de rester ici non pas comme votre employé, mais comme votre... Quoi ? Votre enseignante ? Votre guide vers l'authenticité émotionnelle ? Je vous demande, dit Adrien, se levant pour lui faire face directement, d'envisager la possibilité que deux personnes qui se soucient l'une de l'autre puissent trouver un moyen de construire quelque chose de réel, malgré les complications de leurs circonstances. Je vous demande de m'aider à devenir digne des sentiments que j'ai découverts pour vous. Élodie étudia son visage pendant un long moment, ses yeux sombres cherchant quelque chose qu'il ne pouvait qu'espérer qu'elle trouverait. Quand elle parla finalement, sa voix portait une tristesse qui semblait englober non seulement leur situation présente, mais toute la tragédie de la limitation humaine et de l'occasion manquée. « Adrien » dit-elle, et l'utilisation de son prénom le frappa comme plus intime que n'importe quel mot d'affection n'aurait pu l'être. « Comprenez-vous ce que vous me demandez ? Vous me demandez de risquer ma réputation professionnelle, ma sécurité financière, mon bien-être émotionnel, sur la possibilité que vous puissiez être capable d'apprendre à faire confiance et à aimer sans réserve. Vous me demandez de parier tout ce que j'ai construit pour moi-même sur votre potentiel de croissance, plutôt que sur votre capacité démontrée pour celle-ci. » La vérité crue de ces mots força Adrien à confronter l'ampleur de ce qu'il demandait, l'injustice inhérente à demander à quelqu'un d'investir dans sa possibilité plutôt que dans sa réalité. Pourtant,
Même en reconnaissant le caractère raisonnable de sa réticence, il se trouva incapable d'abandonner l'espoir qui l'avait amené à sa porte. « C'est vrai, dit-il doucement. Je demande exactement ce saut de foi parce que je dois croire, que ce que nous pourrions construire ensemble justifierait les risques impliqués. Je vous demande de parier sur moi parce que je suis enfin prêt à parier sur nous. » Élodie ferma les yeux un moment, et Adrien observa son visage avec l'attention désespérée d'un homme attendant un verdict qui déterminerait son destin. Quand elle les rouvrit, il vit quelque chose qui fit se bloquer sa respiration dans sa gorge. Pas la réponse qu'il espérait, mais quelque chose qui suggérait qu'une telle réponse pourrait être possible. 5e partie. Le silence qui suivit la déclaration d'Adrien s'étirait entre eux comme un pont que ni l'un ni l'autre n'osait traverser, chargé de possibilités qui semblaient planer juste au-delà de la portée des mots parlés. Les yeux d'Élodie, qui avaient toujours servi de fenêtre sur une âme d'une profondeur et d'une clarté remarquables, reflétaient maintenant une complexité d'émotions qu'Adrien trouvait à la fois encourageante et terrifiante. Il pouvait voir la lutte se dérouler derrière son extérieur composé, la prudence professionnelle en guerre avec le sentiment personnel, les préoccupations pratiques luttant contre ce qu'il osait espérer être une affection réciproque. « Adrien, dit-elle finalement, sa voix portant un poids de délibération qui suggérait que chaque mot avait été soigneusement considéré avant d'être prononcé. Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose qui pourrait changer votre perspective sur ce que vous croyez s'être passé entre nous. » Adrien sentit sa poitrine se serrer d'appréhension, bien qu'il n'aurait pas pu dire ce qu'il craignait d'entendre. « Dites-moi. » Élodie se déplaça vers le petit bureau d'écriture qui avait appartenu à son père, ses doigts traçant l'incrustation de cuir avec une familiarité qui parlait d'innombrables heures passées à gérer la correspondance dans cette même pièce. « Cette nuit-là, quand vous nous avez présenté votre test, quand j'ai refusé de prendre la carte, j'ai besoin que vous compreniez que mon choix n'a pas été fait dans l'ignorance de ses implications. Je ne suis pas certain de vous suivre. » Elle se tourna pour lui faire face directement, son maintien toujours professionnel mais ses yeux contenant une vulnérabilité qui lui coupa le souffle. « Je savais, Adrien, je savais depuis des mois, peut-être plus longtemps, que vous luttiez avec des questions sur l'authenticité des relations dans votre vie. J'avais vu la façon dont vous observiez les gens, cherchant des signes de tromperie, testant la loyauté de petites façons que vous pensiez que personne ne remarquerait. » Adrien sentit la chaleur monter à ses joues, alors qu'il réalisait que ses soupçons soigneusement cachés avaient été transparents pour quelqu'un qui l'observait quotidiennement. « Vous saviez que je doutais de tout le monde autour de moi ? Je savais que vous aviez été blessé à plusieurs reprises et profondément par des personnes qui auraient dû être dignes de confiance. J'ai vu comment chaque trahison construisait une autre couche de protection autour de votre cœur, jusqu'à ce que vous puissiez à peine vous permettre de croire en la sincérité de quiconque. » La voix d'Élodie s'adoucit, prenant un ton de compassion infinie. « Et je savais qu'éventuellement vous auriez besoin de me tester aussi. » La révélation frappa Adrien comme un coup physique, le forçant à reconsidérer ses souvenirs de cette soirée avec cette nouvelle compréhension. « Vous étiez préparé à mon test ? Pas à sa forme spécifique, admit Élodie, mais je savais qu'un moment viendrait où vous auriez besoin de preuves de ce que je ressentais pour vous. Et je savais qu'aucune preuve que je pourrais offrir ne serait suffisante, parce que le problème n'était pas avec les preuves mais avec votre capacité à les accepter. » Adrien s'enfonça dans son fauteuil, submergé par les implications de ces mots. « Alors quand vous avez refusé la carte, quand vous avez dit que j'avais fait une grave erreur, j'essayais de vous montrer que le test lui-même était l'erreur, pas les personnes que vous testiez. J'essayais de démontrer que l'amour, le véritable amour, ne peut pas être prouvé par des épreuves artificielles, seulement par l'accumulation patiente de choix quotidiens, de petites gentillesses, de soins constants. » Élodie fit une pause, sa composition vacillant légèrement. « J'essayais de vous enseigner que j'avais déjà prouvé mes sentiments pour vous, chaque jour pendant 3 ans, de manière trop subtile pour que la suspicion les détecte. » Les mots flottèrent dans l'air entre eux, leurs implications pénétrant lentement la conscience d'Adrien, comme l'aube se levant sur un paysage longtemps obscurci. Élodie n'avait pas simplement refusé son test, elle lui avait offert un autre type de preuve tout ce temps, une que son cœur blessé avait été trop défensif pour reconnaître. « 3 ans, répéta-t-il lentement. « Élodie, êtes-vous en train de me dire que que vos sentiments… » « Je vous dis, dit-elle, sa composition professionnelle se fissurant finalement pour révéler la femme en dessous, que je suis tombée amoureuse d'un homme qui avait trop peur d'être trompé pour remarquer qu'il était déjà aimé, tranquillement et complètement,
par quelqu'un qui ne demandait rien en retour sauf le privilège de prendre soin de lui. Adrien sentit le monde se déplacer autour de lui, comme si tout ce qu'il avait compris de sa vie avait soudainement été révélé comme une mauvaise perception d'une ampleur considérable. Élodie l'avait aimé, pendant qu'il orchestrait des tests élaborés pour découvrir si un tel amour existait. L'ironie était si profonde, si dévastatrice dans ses implications, qu'il se trouva à lutter pour respirer. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Élodie, qu'est-ce que je vous ai fait ?» Elle s'approcha de son fauteuil, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, son maintien n'était pas celui d'une employée s'adressant à son employeur, mais d'une femme parlant à un homme dont la douleur était devenue la sienne. « Vous avez fait ce que font les personnes blessées, » dit-elle doucement. « Vous vous êtes protégé de la seule façon que vous connaissiez. La question maintenant est de savoir si vous pouvez trouver le courage de cesser de vous protéger assez longtemps pour accepter ce qui a toujours été librement offert. » Adrien leva les yeux vers elle, voyant pour la première fois non pas la gestionnaire de maison efficace qui avait servi sa famille avec distinction, mais la femme qui avait tranquillement, patiemment, affectueusement veillé non seulement à son confort physique, mais aux besoins plus profonds qu'il n'avait jamais reconnus même pour lui-même. Combien de petits gestes avait-il interprétés comme de la simple compétence professionnelle? Combien de moments de véritable attention avait-il rejetés comme un excellent service? « Élodie, » dit-il, se levant pour lui faire face, « j'ai été aveugle, pire qu'aveugle. J'ai été volontairement ignorant du plus grand cadeau que quiconque m'ait jamais offert. Pas volontairement, » corrigea-t-elle, sa main s'élevant pour toucher son visage avec une tendresse qui faillit le défaire complètement. Vous protégiez un cœur qui avait été brisé trop de fois. Je comprenais cela. Ce que je ne pouvais pas comprendre, c'était pourquoi vous ressentiez le besoin de briser le mien dans le processus de guérison du vôtre. L'accusation, délivrée avec une tristesse si douce, frappa Adrien avec toute la force de sa culpabilité. Dans sa détermination à découvrir s'il était vraiment aimé, il avait blessé la seule personne qui avait démontré un tel amour à travers d'innombrables actes de dévotion passés inaperçus. « Pouvez-vous me pardonner ?» demanda-t-il, couvrant sa main avec la sienne, s'émerveillant de la chaleur de son toucher, du simple miracle de la connexion physique librement donnée. « Adrien, » dit-elle, et il crut détecter des larmes commençant à se rassembler dans ses yeux sombres. « Il n'y a rien à pardonner. L'amour ne tient pas compte des blessures reçues ou des gentillesses non retournées. S'il le faisait, ce ne serait pas de l'amour du tout, mais simplement une autre forme de transaction. » La sagesse de ces mots, la profondeur de compréhension qu'il révélait sur la nature de l'affection authentique, humilia Adrien d'une manière qu'aucun échec commercial ou embarras social n'aurait jamais pu. Voici une femme qui avait saisi des vérités sur l'amour qui lui avait échappé à travers 4 décennies de vie, et elle offrait de partager cette compréhension avec lui, malgré la douleur que son ignorance lui avait causée. « Élodie, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion qu'il n'essayait plus de cacher, « resterez-vous ? Pas comme mon employé, mais comme ce que nous pourrions devenir ensemble. M'aiderez-vous à apprendre à aimer comme vous savez déjà aimer ?» Elle étudia son visage pendant un long moment, ses yeux cherchant quelque chose qu'il ne pouvait qu'espérer qu'elle trouverait. « Qu'êtes-vous exactement en train de proposer, Adrien ? Parce que je ne serai pas votre maîtresse, votre compagne secrète, votre indulgence privée cachée du monde qui compte pour vous. » La franchise de sa déclaration força Adrien à confronter les implications pratiques de ce qu'il demandait. Elle avait raison. Bien sûr, toute relation entre eux devrait être reconnue publiquement, devrait résister à l'examen minutieux et aux spéculations d'une société qui prospérait sur les commérages concernant les puissants et les riches. Pourrait-il faire face à cette exposition? Pourrait-il risquer sa réputation pour l'amour? « Je propose, » dit-il, les mots venant d'un lieu de certitude qu'il ne savait pas posséder, que nous recommencions, comme des égaux, comme 2 personnes qui se soucient l'une de l'autre, et veulent découvrir ce que cette attention pourrait devenir. Je propose que je démissionne du rôle d'employeur et vous de celui d'employé, et que nous nous rencontrions dans l'espace entre les deux, simplement comme Adrien et Élodie, sans autres obligations que celles que nous choisissons de créer. « Et comment ?» demanda pratiquement Élodie. « Une telle transformation serait-elle accomplie? Je n'ai pas de moyens indépendants, pas d'autres sources de revenus. Vous ne pouvez pas simplement souhaiter que les réalités de nos circonstances différentes disparaissent. » Adrien sentit un sourire commencer à se former sur ses lèvres, alors qu'il réalisait que là, enfin, était un problème que ses ressources pouvaient résoudre sans créer de complications morales. « En fait, » dit-il, « je le peux, ou plutôt, nous le pouvons ensemble. » « Élodie,
Que diriez-vous de gérer une fondation dédiée à soutenir des causes auxquelles vous croyez, avec un salaire qui vous rendrait financièrement indépendante, une position qui vous donnerait un accomplissement professionnel, et la liberté de choisir votre propre relation avec l'homme qui servirait de président du conseil? Les yeux d'Élodie s'élargirent de surprise et de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Vous créeriez une telle position pour moi? Je la créerai avec vous, corrigea Adrien. La fondation est quelque chose que j'envisage depuis des années, mais il me manquait la vision pour savoir comment elle devrait fonctionner, quelle cause elle devrait défendre. Votre sagesse, votre compréhension des véritables besoins, votre capacité à voir au-delà du superficiel, tout cela serait inestimable dans un tel travail. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, Élodie sourit, et la transformation que cela produisit sur ses traits rappela à Adrien pourquoi il avait d'abord commencé à remarquer sa présence d'une manière qui transcendait la simple appréciation professionnelle. Et cela résoudrait notre problème de positionnement social approprié? Cela nous donnerait la liberté de découvrir ce que nous représentons l'un pour l'autre sans les complications d'employeur et d'employé, confirma Adrien. Cela nous permettrait de recommencer sur un pied d'égalité, avec un investissement égal dans tout ce que nous pourrions construire ensemble. Élodie se déplaça vers la fenêtre à nouveau, mais cette fois sa posture suggérait la contemplation plutôt que la détresse. Quand elle parla, sa voix contenait une note d'émerveillement qui fit battre le cœur d'Adrien avec possibilité. « Savez-vous ce qui me frappe le plus dans cette proposition ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Quoi ? Pour la première fois depuis que je vous connais, vous offrez de donner quelque chose de valeur sans demander de preuve de mérite en retour. Vous faites simplement confiance que j'utiliserai un tel don sagement, que mon caractère est une garantie suffisante de bonne intendance. » Adrien sentit la vérité de son observation s'installer sur lui comme une bénédiction, reconnaissant en elle la preuve même du changement qu'il avait espéré démontrer. Il offrait en effet la confiance sans exiger de preuves, l'amour sans requérir de garantie, la foi dans la bonté essentielle d'Élodie sans la soumettre à des tests conçus pour révéler des défauts cachés. « Élodie, dit-il, se déplaçant pour se tenir derrière elle à la fenêtre, assez proche pour sentir la chaleur de sa présence, mais sans présumer de la toucher. Est-ce que cela signifie que vous envisagerez de rester? Envisagerez-vous de me permettre de vous courtiser correctement, comme vous méritez d'être courtisé? » Elle se tourna dans le cercle d'espace entre ses bras et la fenêtre, son visage levé vers le sien, avec une expression qui contenait à la fois de l'espoir et une prudence persistante. « Je l'envisagerai, dit-elle doucement, à une condition, n'importe laquelle. Promettez-moi que si des doutes surgissent, si des soupçons commencent à grandir, si les vieilles peurs commencent à se réaffirmer, vous viendrez directement à moi. Promettez-moi que nous affronterons tous les défis qui surgiront ensemble, par une conversation honnête plutôt que par des tests élaborés. » Adrien baissa les yeux vers son visage levé, voyant dans ses traits non seulement la beauté mais la force de caractère qu'il avait soutenue pendant 3 ans d'amour pour quelqu'un trop blessé pour l'aimer en retour, et sentit son cœur s'élargir avec une gratitude si profonde qu'elle menaçait de le submerger. « Je promets, dit-il, et le pensait de tout son être. « Élodie, je promets que je passerai le reste de ma vie à apprendre à être digne de l'amour que vous m'avez déjà donné, et à apprendre à vous donner la même qualité d'amour en retour. » Quand elle sourit alors, sourit vraiment. Adrien comprit pour la première fois que toute la richesse qu'il avait héritée, tout le pouvoir qu'il avait accumulé, tout le succès qu'il avait atteint, n'était rien comparé au simple miracle d'être aimé par une femme de bien, qui voyait en lui non pas ce qu'il possédait mais ce qu'il pourrait devenir. Et quand elle se leva finalement sur la pointe des pieds pour l'embrasser, doucement et avec une tendresse infinie, Adrien réalisa que le test qu'il avait conçu pour mesurer les autres avait finalement révélé la vérité la plus importante de toutes, que l'amour, quand il est réel, ne requiert pas de preuves, mais de la foi, pas de garantie, mais du courage, pas de test, mais la confiance dans la bonté fondamentale qui pouvait exister entre 2 cœurs assez courageux pour s'offrir sans réserve la belle incertitude de l'affection authentique. 6e partie. Conclusion. 1 an plus tard, Adrien se tenait à nouveau dans la bibliothèque du manoir Dufresne, mais l'homme qui contemplait le paysage d'automne ne ressemblait guère à la figure suspicieuse et isolée qui avait orchestré ce test fatidique des cartes noires. La transformation n'était pas venue facilement ni sans coup. Le voyage du cynisme à la confiance lui avait demandé de confronter non seulement ses suppositions sur les autres, mais ses croyances les plus profondes sur sa propre valeur d'être aimé. Pourtant,
Alors qu'il regardait Élodie se déplacer dans le jardin au-delà des fenêtres, dirigeant le placement des chaises pour la célébration du soir, il s'émerveillait de la façon dont sa compréhension de la richesse avait été complètement révolutionnée. La Fondation Élodie Rousseau avait dépassé même les projections les plus optimistes d'Adrien en termes d'impact et d'influence. Sous la direction visionnaire d'Élodie, elle était devenue un phare d'espoir pour les communautés défavorisées sur 3 continents, finançant des initiatives éducatives, des programmes de santé et le développement de petites entreprises avec une efficacité et une compassion qui avaient gagné la reconnaissance d'organisations humanitaires internationales. Plus important encore, elle avait donné à Élodie une plateforme à partir de laquelle sa sagesse naturelle et son brillant sens de l'organisation pouvaient toucher des milliers de vies, transformant une femme dont les talents avaient été contraints par les circonstances en une force de changement positif à l'échelle mondiale. Leur fiançailles s'était déroulée avec la délibération patiente de 2 personnes qui comprenaient que la fondation qu'ils construisaient ensemble était trop précieuse pour être précipitée ou tenue pour acquise. Adrien avait appris à reconnaître l'amour dans ses manifestations plus tranquilles, dans la douce correction par Élodie de ses rechutes occasionnelles dans d'anciens schémas de suspicion, dans son insistance que leur relation soit construite sur des valeurs partagées plutôt que sur une simple attraction, dans son refus de permettre à sa richesse d'éclipser ses propres contributions à leur partenariat. Elle lui avait enseigné que la véritable intimité ne requérait pas les gestes dramatiques célébrés dans les romans, mais le choix quotidien de rester vulnérable à l'influence d'une autre personne. La réunion du soir marquerait à la fois le premier anniversaire de la fondation et l'annonce de leurs fiançailles, bien qu'Adrien soupçonnait que cette dernière ne surprendrait personne qui avait observé leur partenariat au cours des mois précédents. Victoire et Isabelle seraient toutes 2 présentes, leur propre vie ayant été transformée par les dons inattendus qu'elles avaient reçus cette soirée d'orage 1 an auparavant. Victoire avait utilisé ses 10 millions d'euros pour établir un réseau de développement de logements abordables qui révolutionnait la planification urbaine à travers tout le pays. Sa combinaison de connexions sociales et de crédibilité philanthropique soudaine avait attiré des investissements supplémentaires qui avaient multiplié son impact par 10, lui valant une reconnaissance comme force novatrice dans le développement durable. Plus personnellement, son expérience avec le test d'Adrien l'avait amené à examiner ses propres relations avec une plus grande honnêteté, aboutissant finalement à une véritable connexion romantique avec l'architecte qui concevait ses projets de logement. Un homme dont l'intégrité et la vision avaient gagné son cœur d'une manière que la richesse n'aurait jamais pu. Isabelle avait transformé son don d'1 million d'euros en un fonds de bourse pour aspirants acteurs, issus de milieux défavorisés, mais plus significativement, elle avait découvert en elle-même un talent pour le mentorat qui rivalisait avec ses capacités sur scène. Les jeunes artistes qu'elle soutenait avaient commencé à obtenir une reconnaissance par leur propre mérite, créant un effet d'entraînement d'opportunité qui s'étendait bien au-delà de l'investissement financier initial. Son travail l'avait également mise en contact avec un réalisateur de documentaires dont la passion pour la justice sociale avait allumé en elle quelque chose que le simple succès professionnel n'avait jamais touché. Les 2 femmes avaient écrit à Adrien, exprimant leur gratitude non pas pour l'argent lui-même, mais pour la crise de caractère qui les avait forcées à examiner ce qu'elles valorisaient vraiment. Dans leurs lettres, il avait entrevu la vérité profonde qu'Élodie avait essayé de lui enseigner depuis le début, que son test avait révélé non pas leur nature mercenaire, mais leur capacité de croissance, leur volonté d'être transformées par une opportunité inattendue en meilleure version d'elles-mêmes. Les cartes noires elles-mêmes étaient devenues une sorte de légende dans leur cercle, symbole non pas du cynisme qui les avait inspirées, mais de la possibilité de rédemption qui existait même dans les actions les plus mal inspirées. Adrien avait encadré la carte qu'Élodie lui avait rendue, l'accrochant dans son bureau privé comme un rappel du moment où quelqu'un l'avait aimé assez pour refuser sa tentative de diminuer à la fois son caractère à elle et le sien. Madame Pelletier émergea de l'entrée latérale du manoir, son visage ridé illuminé de satisfaction, alors qu'elle supervisait les préparations finales pour les festivités du soir. À 73 ans, l'âgée gouvernante était devenue une sorte de grand-mère officieuse pour Adrien et Élodie, son plaisir dans leur bonheur évident, dans chaque sourire fier et réprimande affectueuse. Elle avait été la première à reconnaître la profondeur du sentiment qui s'était développé entre eux, et ses doux efforts d'entremetteuse étaient devenus une source de taquineries affectueuses des 2 parties. « Monsieur Adrien », appela-t-elle à travers la terrasse, son accent écossais portant clairement dans l'air vif d'automne.
Mademoiselle Élodie dit de vous dire que les traiteurs sont arrivés et qu'elle pourrait avoir besoin de votre aide avec la sélection des vins. L'utilisation décontractée de son prénom, que Madame Pelletier n'avait adopté qu'après l'élévation d'Élodie au partenariat égal dans la maison, faisait encore sourire Adrien. Cela représentait un changement fondamental dans la dynamique de sa vie domestique, passant des hiérarchies formelles qui avaient autrefois défini chaque interaction à quelque chose qui s'approchait de la véritable structure familiale qu'il n'avait jamais su qu'il désirait. Adrien trouva Élodie dans la cave à vin, sa robe noire élégante contrastant vivement avec les murs de pierre anciens qui avaient abrité 3 générations de millésimes Dufresne. Elle consultait le sommelier sur les accords pour le menu du soir, ses suggestions révélant le palais sophistiqué qu'elle avait développé pendant leur voyage vers les différents sites de projet de la Fondation autour du monde. La femme qui avait autrefois servi ses repas avec une efficacité tranquille, s'était épanouie en quelqu'un dont les opinions sur tout, du vin au développement international, étaient recherchées par des experts dans de multiples domaines. Madame Pelletier a dit que vous aviez besoin d'aide, dit Adrien, se déplaçant pour se tenir à côté d'elle, bien que je soupçonne que vous en sachiez plus sur ces vins que moi à ce stade. Élodie sourit, l'expression illuminant son visage d'un rayonnement qui ne manquait jamais de lui couper le souffle. Je voulais votre avis sur la question de savoir si nous devrions servir le Bordeaux que votre grand-père a mis en cave en 1953 ou le garder pour notre mariage. La mention désinvolte de leur mariage, encore à 6 mois dans le futur mais déjà une source d'anticipation joyeuse, envoya un frisson à travers Adrien qu'il avait appris à accepter comme l'un des plaisirs plus simples de l'amour. « Je pense, dit-il, prenant sa main et s'émerveillant de la façon dont le geste était devenu naturel, que mon grand-père aurait voulu que son vin célèbre l'amour sous toutes ses formes. D'ailleurs, nous pouvons toujours acquérir une autre bouteille pour le mariage. Une autre bouteille de Château Margaux 1953 ?» Élodie rit. « Votre relation décontractée avec l'argent m'étonne encore parfois. Ma relation avec l'argent a considérablement changé, » répondit Adrien, l'attirant plus près de lui dans l'intimité privée de la cave. « J'ai appris à le voir comme un outil pour créer du bonheur plutôt qu'une mesure de la sincérité des autres. » Élodie leva la main pour redresser sa cravate, un geste qui était devenu habituel au cours des mois de leur fiançailles. « Et qu'avez-vous appris sur la mesure de la sincérité ? Qu'elle ne peut pas être mesurée, » dit Adrien, sa voix devenant sérieuse malgré l'enjouement de leur conversation. « Qu'elle peut seulement être reconnue par la patience, l'attention et la volonté d'être vulnérable à sa présence ou son absence. » Le sommelier, reconnaissant la nature intime de leur conversation, s'était discrètement retiré pour leur donner de l'intimité. Élodie profita de son absence pour se lever sur la pointe des pieds et embrasser doucement Adrien, un geste d'affection qui avait encore le pouvoir de le faire sentir comme l'homme le plus chanceux au monde. « Élodie, dit-il quand ils se séparèrent, il y a quelque chose que je veux vous demander, quelque chose que j'aurais dû demander il y a 1 an. » Elle inclina la tête avec curiosité, et Adrien sentit son cœur s'accélérer avec l'importance de ce qu'il avait besoin de dire. « Cette nuit-là, quand vous avez rendu la carte, quand vous avez refusé de participer à mon test, y avait-il une partie de vous qui se demandait quel montant elle contenait? Un moment où vous vous êtes senti tenté de regarder, de voir ce à quoi vous renonciez ?» Élodie considéra la question sérieusement, son expression réfléchie plutôt qu'offensée. « Savez-vous à quoi j'ai pensé à ce moment-là » demanda-t-elle finalement. « Dites-moi. J'ai pensé à une conversation que j'avais surprise 3 mois plus tôt, quand vous parliez avec votre conseiller financier de l'établissement d'un fonds pour l'éducation de vos futurs enfants. Vous avez parlé de vouloir qu'ils comprennent que la richesse impliquait des responsabilités, que le privilège était sans signification, sans objectif. Et j'ai réalisé que l'homme qui pouvait penser ainsi, qui pouvait planifier l'éducation morale d'enfants qu'il n'avait pas encore, n'était pas quelqu'un qui avait besoin d'être testé. » Adrien sentit des larmes piquer ses yeux à ces mots, comprenant en eux non seulement la profondeur de sa perspicacité mais la complétude de sa foi en son caractère essentiel. « Vous avez vu quelque chose en moi que j'avais oublié exister. J'ai vu l'homme que votre grand-père a élevé, l'homme que votre père aurait pu être si le chagrin ne l'avait pas déformé, l'homme que vous étiez toujours destiné à devenir une fois que vous auriez cessé d'avoir peur de votre propre capacité à la bonté. » Les mots s'installèrent sur Adrien comme une bénédiction, portant avec eux la reconnaissance que l'amour d'Élodie n'avait pas été seulement émotionnel, mais transformateur, pas seulement acceptant, mais activement guérissant. Elle avait vu son potentiel et l'avait aimé non pas malgré ses défauts, mais en raison de sa foi que ces défauts pouvaient être surmontés. « Élodie, dit-il, sa voix épaisse d'émotion,
Je veux passer le reste de ma vie à me prouver digne de cette foi. Adrien, répondit-elle, ses mains encadrant son visage avec une tendresse infinie, vous l'avez déjà fait. Chaque jour depuis 1 an, chaque choix que vous avez fait de faire confiance au lieu de douter, de donner au lieu de thésauriser, d'aimer au lieu de craindre, vous l'avez prouvé. L'homme dont je suis tombée amoureuse il y a 3 ans était digne. Il avait juste besoin d'apprendre à se voir à travers des yeux non obscurcis par d'anciennes douleurs. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la cave à vin qui avait été témoin de 3 générations de célébration Dufresne, Adrien comprit qu'il avait découvert quelque chose d'infiniment plus précieux que n'importe quel trésor que sa famille avait accumulé. Il avait trouvé un amour qui transformait plutôt que de simplement valider, qui défiait plutôt que de simplement réconforter, qui voyait non seulement qui il était, mais qui il pourrait devenir. La célébration du soir marquerait de nombreux jalons, le succès de la fondation, l'annonce de leur fiançailles, le premier anniversaire du test qui avait failli détruire ce qu'ils cherchaient à découvrir. Mais plus que tout cela, elle célébrerait le triomphe de la foi sur la peur, de la confiance sur la suspicion, de l'amour sur les défenses élaborées que les cœurs blessés construisent pour se protéger de nouvelles blessures. Alors qu'ils retournaient vers la maison principale, la main d'Élodie fermement dans la sienne, Adrien réfléchit à la leçon qui lui avait pris 4 décennies à apprendre, que la plus grande richesse n'était pas ce que l'on possédait, mais ce que l'on était prêt à risquer de perdre pour quelque chose de plus précieux encore. Il avait risqué sa fortune, sa réputation, sa sécurité émotionnelle soigneusement construite, et en retour, il avait gagné un amour qui rendait toutes les définitions précédentes de richesse pitoyablement inadéquates. Les cartes noires avaient finalement servi leur but, bien que pas de la manière qu'il avait prévue. Elles avaient révélé non pas la nature mercenaire de ceux qui l'entouraient, mais la pauvreté de sa propre compréhension, non pas l'absence d'amour authentique, mais son incapacité à le reconnaître quand il était librement donné. Plus important encore, elle lui avait enseigné que la vraie richesse ne résidait pas dans ce qu'il pouvait acheter ou contrôler, mais dans ce qu'il pouvait offrir sans garantie de retour, sa confiance, sa vulnérabilité, sa capacité imparfaite mais toujours croissante pour le genre d'amour qu'Élodie avait tranquillement démontré depuis le début. Alors que les premiers invités commençaient à arriver pour la célébration du soir, Adrien sentit un profond sentiment de gratitude le submerger. On lui avait donné une seconde chance au bonheur, une opportunité d'aimer et d'être aimé sans réserve, un partenariat qui lui permettrait d'utiliser ses privilèges au service de quelque chose de plus grand que sa propre sécurité. Le test était terminé, et il l'avait réussi, non pas en prouvant sa valeur aux autres, mais en apprenant finalement à faire confiance à la possibilité qu'il puisse être digne de l'amour dont il avait si désespérément besoin et qu'il avait failli détruire. Dans le sourire d'Élodie alors qu'elle accueillait leurs invités, dans la camaraderie facile entre eux alors qu'ils évoluaient à travers les festivités de la soirée, dans le simple miracle de 2 cœurs qui avaient trouvé leur chemin l'un vers l'autre malgré les obstacles de classe et de circonstances et de fierté blessée, Adrien vit refléter la vérité la plus profonde qu'il ait jamais apprise, que l'amour, quand il est authentique, n'est pas un test à réussir, mais un cadeau à recevoir, pas un problème à résoudre mais un mystère à vivre, jour après jour précieux, choix après choix fidèles, aussi longtemps que la vie le permettrait.